Le consentement, une notion souvent instrumentalisée par les agresseurs sexuels, c'est le constat de ce rapport parlementaire dont on va débattre ce soir. Le procès de Mazan en témoigne. Je ne pouvais pas savoir, elle n'a rien dit. Et si le droit actuel favorisait les préjugés sur la bonne victime, celle qui résiste, et celle qui se débat au détriment de celle qui n'a pas été en état de dire non. Bonsoir Marie-Charlotte Garin. Bonsoir. Et merci d'être là. C'est vous, la rapporteure, avec Véronique Rioton, de cette mission d'information sur le consentement, députée écologiste du Rhône. Bonsoir Hélène Devinck. Bonsoir. Bienvenue, journaliste et scénariste. Vous avez publié il y a un peu plus de 2 ans Impunité aux éditions du Seuil. C'est le récit de votre histoire, mais aussi celle d'autres victimes de Patrick Poivre d'Arvor. Vous êtes aujourd'hui l'un des visages, l'une des figures du combat contre les violences sexuelles. Bonsoir Laurence Rossignol. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne, militante féministe qui suit ces sujets depuis des années et des années. Enfin, bonsoir Denis Salas. Bonsoir. Vous êtes magistrat et essayiste. Vous présidez l'Association française pour l'histoire de la justice, auteur du livre Le déni du viol aux éditions Michalon. Merci à tous les 4 d'être là. Que dit ce rapport? Les principales mesures pour commencer, c'est dans le récap de Valérie Brochard qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Alors après 1 an d'audition, cette mission sur la définition pénale du viol a rendu son rapport. Oui, un rapport qui vient tout juste d'être adopté à l'unanimité par la délégation aux droits des femmes. Ces 2 co-rapporteurs, Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin, veulent intégrer la notion de non-consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles qui est aujourd'hui mal caractérisée. Dans la définition actuelle du viol, si le juge se borne à caractériser un viol ou une agression sexuelle sans arriver à démontrer l'usage de la violence, contrainte, menace ou la surprise et l'intentionnalité, il prive ainsi sa décision de base légale. Donc, il n'y a pas de condamnation. Oui, dans le code pénal français, la définition du viol a évolué au fil du temps et depuis 2021, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol et puni de 15 ans de réclusion. En clair, ce qui permet de qualifier un viol, c'est de faire la preuve de l'un de ces 4 critères. Mais quand la victime est sidérée ou chimiquement vulnérable ou sous emprise psychologique, quand la victime n'agit pas, eh bien, il est difficile de faire la démonstration dans un procès qu'il y a eu surprise ou contrainte. Pour les défenseuses du texte, c'est ce qui explique qu'entre 2012 et 2021, 86% des affaires de violences sexuelles et 94% des affaires de viol ont été classées sans suite. Alors, pour combler cette lacune du droit français, eh bien, les 2 élus proposent de préciser comment le non-consentement va être apprécié au regard des circonstances environnantes. Tout le monde comprend bien ici que si on consent en disant oui mais qu'on le fait en ayant un pistolet sur la nuque, personne ne peut dire raisonnablement que c'est un consentement qui est valide, n'est-ce pas? Donc on vient vraiment donner un outil supplémentaire au juge pour qu'il aille interroger s'il y a eu un consentement et si la personne mise en cause dit qu'il y a eu consentement, comment est-ce que ce consentement a-t-il été recueilli? Vous savez, Myriam, le consentement est une notion parfaitement intégrée par la société quand il s'agit de vol. Quand on vole un portefeuille dans un manteau, il ne fait aucun doute que le voleur fait l'acquisition d'un bien sans le consentement d'autrui. C'est totalement accepté. Mais quand il s'agit du corps des femmes, l'évidence devient soudainement moins évidente. Pour les 2 autrices du rapport, il est essentiel de rappeler dans le droit où se trouve la limite entre sexualité et viol, une frontière qui a besoin d'être sanctuarisée, entérinée au regard des arguments communément utilisés par les agresseurs. Vous en avez parlé, Myriam, dans votre introduction. Rappelez-vous, lors du procès Mazan, Gisèle Pellicot, violée par 51 hommes, a pu entendre sortir de la bouche des accusés « C'est un viol, mais je n'ai pas violé. J'ai violé à contre-cœur. C'est un viol involontaire, parce qu'ils ont tous remis en cause le non-consentement de leur victime. J'ai cru que, je ne savais pas, elle n'a pas dit non. L'objectif du texte est d'améliorer le taux de poursuite en élargissant le champ des preuves que l'on peut apporter. Et c'est là que cela pose un problème pour certaines associations féministes qui ne sont pas favorables à la modification de cette loi. Elles relèvent que le consentement peut être
extorquer, fabriquer, abuser et se retournerait donc contre la victime, ce qui l'obligerait à démontrer son innocence alors que la justice est censée d'abord démontrer la culpabilité de l'auteur. Mais Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin en sont convaincus, il faut modifier le code pénal. Une proposition de loi élaborée sur la base de leur rapport sera mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale fin mars. Un texte qui ne sera pas la solution, mais un outil pour que la société française passe de la culture de l'impunité à celle du consentement. L'essentiel, Myriam, réside sûrement dans le fait d'en discuter. Elle est là, je crois, la plus grande avancée. C'est le débat qui va suivre et qui va peut-être, je l'espère, infuser dans la société. Merci beaucoup pour ce point très complet. Valérie, Marie-Charlotte Garin, c'est un travail de longue haleine. Vous avez vu beaucoup de gens, des témoignages de victimes, des magistrats, des avocats. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un témoignage, une expertise qui vous a fait vraiment vous dire il faut légiférer, il faut écrire ce mot de consentement dans la loi? Je crois que le témoignage le plus frappant, c'est quand les juges nous disent et témoignent en nous disant « Moi, j'ai face à moi une victime, je la crois, je suis convaincue que la personne mise en cause est coupable, mais le droit en l'état ne me permet pas de poursuivre et donc de condamner. » Et ça a été très tôt dans nos auditions. On a auditionné une centaine de personnes, vous l'avez dit, des professionnels de justice, des professionnels de police, des professionnels de santé, des associations qui s'occupent des victimes elles-mêmes. Et la deuxième audition qui m'a particulièrement marquée, ça a été celle des forces de l'ordre et notamment celle des gendarmes, qui en fait nous disent « le parole contre parole, ça n'existe pas ». Si on a les moyens de pouvoir mener correctement nos enquêtes et donc de pouvoir aller chercher plus d'éléments et notamment l'ouverture de la loi pour aller chercher plutôt le consentement ou le non-consentement plutôt que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et on sait que 70% des victimes sont en état de sidération. Donc quand vous êtes en état de sidération... Combien? Répétez-moi. 70% des victimes de viol 70% des victimes sont en état de sidération. C'est considérable. C'est considérable et ça veut dire que très concrètement, vous vous faites agresser, vous êtes complètement surprise. En plus, vous êtes agressé par quelqu'un que vous connaissez, puisque bien souvent c'est quelqu'un de l'entourage proche, loin des clichés qu'on peut avoir sur l'inconnu dans un lieu extérieur, etc., etc. Et d'un coup, vous êtes tétanisé. Donc vous ne pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas vous débattre. Et ce qui est encore plus pernicieux derrière, c'est que vous allez avoir honte de vous dire « j'ai pas été la bonne victime ». Et donc peut-être que vous n'allez pas oser passer la porte d'un commissariat pour porter plainte. Et c'est aussi à cela... C'est incroyable ce terme de bonne victime. Hein. On entend aussi le bon viol. Julia Foyce, qui a témoigné, a dit j'ai été violée sur un parking, personne n'a pu soupçonner que j'étais consentante. Et d'ailleurs... En ce qui la concerne, ça s'est soldé par un non-lieu. Hélène Devinck, vous avez assisté à ce procès Mazan, à ces paroles dans le box des accusés, des hommes qui expliquent « je n'avais pas l'intention de violer ». Je croyais que Gisèle Pelicot était d'accord avec cette idée d'un consentement par procuration du mari. On retrouve aussi ce registre d'un consentement supposé par... Patrick Poivre d'Arvor, c'est la même chose au fond que vous avez revécu. Mais c'est la même chose à peu près dans tous les procès. C'est-à-dire qu'on entend toujours la même chose. Ce mot consentement qui est absent de la loi, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que tous les procès, toutes les audiences auxquelles j'ai assisté, pas seulement des procès très médiatiques comme celui de Mazan, mais des procès, on va dire, plus quotidiens, le consentement de la victime, c'est le cœur des débats au procès. Donc, peut-être que, effectivement, la loi telle qu'elle était écrite avec la violence, menace, contrainte ou surprise était centrée sur la stratégie de l'agresseur. Et philosophiquement, c'est beaucoup plus séduisant. C'est-à-dire bien sûr qu'il faut regarder ce qu'a fait l'agresseur et non pas la façon dont la victime s'est défendue, etc. Sauf que dans la réalité des faits, le consentement est omniprésent. Donc l'encadrer par la loi, ça semble quelque chose de très, très sain, même si effectivement ça ne résout pas tous les problèmes et ça ne va pas permettre de régler la violence masculine qui peut même pas être réglé par le droit, en fait. C'est la société qu'on change aussi, peut-être, avec le récit sociétal et par les légendes qu'on a autour de tout ça. Vous-même, vous avez mis 28 ans à porter plainte. Et c'est aussi au moment où Patrick Poivre d'Arvor, vous en avez déjà beaucoup parlé, mais c'est intéressant pour nos téléspectateurs de le redire, c'est quand il a évoqué cette idée au fond, sa phrase, je l'ai notée, c'est « quand on est attiré, on y va, quand on n'est pas attiré, on n'y va pas ». Il a dit ça sur Quotidien à la télévision. Et ça vous a convaincu d'aller au commissariat porter plainte? C'est insupportable
d'entendre encore. Bien sûr que c'est insupportable. Et le parcours en justice des victimes est d'une extrême violence. Il ne faut pas se le cacher. Ne serait-ce que par l'attente. Nous, ça fait 4 ans déjà qu'on y est. Et en 4 ans, on a obtenu une mise en examen. On a été classé sans suite. On a dû se constituer partie civile. Enfin, pour Florence Porcel. Le droit, c'est la langue du pouvoir. Et quand on est victime, il faut qu'on apprenne cette langue, on n'a pas le choix. Mais c'est bien aussi que le droit apprenne notre langue. Et peut-être que ce texte peut aider à ça. Denis Salas, le magistrat, on entendait Marie-Charlotte Garin dire, vous avez entendu des juges vous dire, mon intime conviction était qu'il était coupable, l'agresseur, mais le droit en l'état ne me permettait pas d'aller jusqu'à la condamnation. C'est des cas très concrets qui se répètent dans les tribunaux aujourd'hui ? Oui, c'est malheureusement assez fréquent. Le droit, c'est la langue du pouvoir, mais c'est une langue que vous pouvez aussi vous approprier dans le procès. Donc, c'est à mon avis réversible. Non, simplement, effectivement, il y a de très nombreux cas, soit parce que l'auteur n'est pas identifié, soit parce que les investigations sont impossibles à réaliser, soit parce qu'il n'est pas identifiable tout simplement, soit aussi parce qu'il y a une prescription, même si elle a été étendue. Donc, tous ces obstacles sont là et ne permettent pas, si vous voulez, aux investigations d'avancer autant qu'on l'aurait souhaité. Alors, expliquez-nous très concrètement ce que ça change. En quoi c'est un outil supplémentaire aux mains du juge que d'apprécier la question du non-consentement si ce mot apparaît dans la loi. Après tout, un viol est par définition non consenti. Alors, d'abord, première chose, la loi, c'est une étape dans l'écriture du viol, décisive, parce que vous mettez dans votre proposition de loi la victime comme un sujet dans la réflexion que vous avez sur la législation. Deuxième chose, vous envoyez quand même un message clair en indiquant que le non-consentement est un critère désormais dans la définition du viol. Un message à la société tout entière, aux magistrats, aux avocats, aux professionnels, aux enquêteurs. Ça me semble déjà une démarche centrale. Et la troisième chose, à mon avis, essentielle, c'est qu'effectivement, vous ouvrez la perspective des poursuites. Vous étendez effectivement le spectre de la définition du viol. On ne se limite plus au cas habituel de violence, contrainte, surprise et menace. On ouvre non-consentement et du coup, effectivement, ça permet quand même là aux investigations d'explorer effectivement la sidération, l'emprise, les situations de soumission chimique, notamment, etc. Donc je pense que là, on a une avancée dans l'écriture du viol qui est une avancée qu'on pourrait, je crois, appeler un peu civilisationnelle, quand on voit dans l'histoire du viol à quel point la femme disparaissait totalement dans le spectre de la réflexion que la société pouvait avoir. Avancée civilisationnelle, est-ce qu'on est dans le registre du droit ? Est-ce que pour vous, vous attendez ce mot de consentement dans la loi et est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets pervers ? Certaines féministes, on entendait le billet de Valérie Prochat, qui disent attention, il ne faut pas tout faire reposer sur la victime. C'est-à-dire cette extorsion de consentement pourrait se retourner contre elle. Comment on fait pour prouver la sidération, l'état d'incapacité de manifester son non ? D'abord, il faut avoir quand même un regard, et le rapport qui a été rendu aujourd'hui, adopté par la délégation des droits des femmes de l'Assemblée, contribue à ça. Il faut voir l'état des lieux de la prise en charge judiciaire des agressions sexuelles et des viols, qui est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Pour des raisons qui tiennent d'abord au nombre de classements sans suite, 87% de classements sans suite à peu près aujourd'hui. 6% de femmes seulement victimes qui portent plainte. Donc 87% de classements sans suite, ça a comme conséquence que 10% de femmes seulement portent plainte parce qu'elles se disent que de toute façon ça va être cassé sans suite, qu'elles ne vont pas s'en sortir. Et puis, enfin, ce qui se passe peut-être le mieux, c'est les condamnations. Une fois qu'on les amène jusqu'au bout, là, les condamnations sont là. Encore qu'on pourrait aussi discuter sur la nécessité, à mon sens, de prévoir des circonstances, un cumul de circonstances aggravantes. On ne prend pas en compte les serial killers, les serial violeurs, pardon, les serial violeurs. Mais sur le consentement, est-ce que c'est une avancée dans la lutte contre les violences ? Est-ce que c'est une avancée ? Honnêtement... Possiblement. Moi, je suis plus ambiguë, enfin, je suis plus perplexe que ne sont nos collègues de l'Assemblée. D'abord parce que je trouve que le mot consentement est un mot ambigu dans le langage courant. Quand on consent à quelque chose, en fait, on s'y résout.
on accepte. Et j'ai un petit problème avec le mot consentement. Et si on l'extrait du droit civil ou on l'utilise dans le droit des contrats, ça suppose un consentement libre et éclairé, ça suppose une forme d'égalité entre les co-contractants. Et le consentement en droit civil peut être, peut être remis en cause par le dol, la menace ou l'erreur sur la personne. Donc on a des choses qui sont à la fois un peu similaires et très différentes en même temps. Moi, ma conception de la sexualité, c'est qu'il n'y en a pas un qui propose et une qui consent. Je suis pour une sexualité égalitaire, de désir égal et affirmé. Donc je ne voudrais pas qu'en utilisant le mot consentement, on renforce cette représentation stéréotypée de la sexualité masculine et de la sexualité féminine. C'est un des écueils de cette affaire du consentement. Après... Sur la charge de la preuve. Alors, écoutez, on parlait du procès de Mazan. Dans le procès de Mazan, c'est pas tant le consentement de Gisèle Pelicot qui a été discuté. J'attache une attention un peu limitée à ce que racontent les prévenus. Ce qui compte, c'est ce que disent les juges à la fin du procès. C'est plutôt l'intentionnalité. C'est en fait, est-ce que l'auteur avait la conscience qu'il commettait un viol. Et c'est pour ça qu'il disait, j'ai violé sans le faire exprès. En gros, il disait que oui, c'était bien un viol, mais je n'avais pas conscience de le faire. Puisque la question du consentement de Gisèle Pelicot, comme elle était sédatée, a été assez vite réglée par le fait que la soumission chimique est déjà incluse. Enfin, il ne faudrait pas qu'on croie qu'aujourd'hui, le code pénal tel qu'il est rédigé est un soutien aux violeurs. La sidération est prise en compte par la jurisprudence. Heureusement, depuis la rédaction du code pénal tel qu'il est aujourd'hui, la jurisprudence s'est adaptée à l'évolution de la société, en particulier au travail féministe qu'ont fait les professions judiciaires et les associations. Donc tout ça pour dire que je crois qu'il ne faut pas fétichiser cette affaire de consentement. Il ne faut pas fétichiser ça. Il faut avoir en tête les ambiguïtés qu'il peut y avoir sur le consentement. Il faut surtout poser les vrais problèmes de la prise en charge judiciaire du viol. Je ne voudrais pas qu'on croie qu'avec le consentement, ça ne suffira pas. Ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est une étape peut-être. Marie-Charlotte Guérin, qu'est-ce que vous répondez à Laurence Rossignol, déjà sur ce concept de consentement flou qui a été un peu importé du droit privé et qui peut-être met sur pas un pied d'égalité l'homme et la femme? Alors moi, je rejoins Laurence Rossignol sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un coup de baguette magique en changeant la loi, résoudre tous les problèmes de violences sexuelles dans ce pays. Et on le rappelle dans notre rapport et on a cessé de le rappeler, en tout cas moi depuis que je suis élue depuis 2 ans, de rappeler qu'il faut des moyens pour les associations, aussi pour les professionnels de justice et de police. C'est important de le redire. Effectivement, changer la loi tout seul, ça ne suffira pas, loin de là. Sur la notion de consentement en tant que tel, c'est très intéressant parce que quand on regarde l'étymologie du mot consentement, à la base, c'est être d'accord avec. Donc c'est pleinement sur un pied d'égalité. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu une arme entre les mains des agresseurs qui l'instrumentalisent et qui en font absolument ce qu'ils veulent. D'où l'importance pour nous de venir clarifier et rappeler aussi peut-être que le consentement existe aussi dans le code pénal. Hein. C'est pas que dans le code civil. Il y a une présomption de non-consentement pour les mineurs de tout à fait. Moins de 15 ans. Est-ce que ça reviendrait à mettre une présomption de non-consentement pour toutes les femmes? Alors, le code pénal, il ne donne pas de présomption. C'est la manière dont le système et le personnel va l'interpréter qui dit ou non s'il y a une présomption. Nous, ce qu'on veut dire en clarifiant la loi, c'est rappeler qu'effectivement, en fait, un viol, ça ne relève pas de la sexualité. Le viol, c'est un acte de domination, c'est un acte de violence, ça n'est pas de la sexualité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la loi actuelle nous permet de couvrir un certain nombre de cas, et c'est heureux. Mais moi, je refuse d'accepter qu'on laisse sur le bord de la route tout un certain nombre de victimes, et notamment les cas de sidération, parce qu'aujourd'hui, la sidération, typiquement, on a un arrêt de la Cour de cassation qui couvre ce cas. Mais en fait, cet arrêt est tellement précis que ça reste un traitement aléatoire pour toutes les autres victimes. Et typiquement, nous, dans notre travail d'écriture du texte qu'on a proposé, on a fait cette distinction. On s'est vraiment attaché à avoir un texte qui prend en compte les vulnérabilités des victimes pour pouvoir justement considérer quand on n'est pas à égalité, quand justement on est dans quelque chose d'inégalitaire. Et ça, c'est très intéressant. Et peut-être je terminerai là-dessus. Le dernier point, c'est de se dire, typiquement, le cas du viol par surprise dans le sommeil. Pour le coup, la jurisprudence, elle est très claire. Gisèle Pelicot, Mazan, c'est couvert. On n'a pas eu besoin de le redire dans la loi. Mais la sidération, aujourd'hui, on a besoin de le redire et d'ouvrir les cas de critères. Oui, les circonstances environnantes, le lien de subordination, le lien de domination, la situation sociale qui va imprimer l'intimité. Ça, vous savez de quoi vous parlez.
En fait, le viol, c'est vraiment le lieu de toutes les inversions. C'est-à-dire, la honte passe du coupable à la victime et le regard social passe entièrement sur la victime et la justice pratique ça aussi. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, un des premiers actes qu'on fait quand une femme porte plainte, c'est qu'on lui fait passer un test de crédibilité, il faut bien dire ce qui est, c'est-à-dire est-ce que c'est la bonne victime, est-ce qu'on peut la croire, est-ce qu'elle n'est pas mythomane, etc. On va aussi aller rechercher quelque chose qui vient du fin fond du 19e siècle, qui est l'inconduite des femmes, et on l'a vu au procès Mazan, c'est-à-dire que Gisèle Pellicot, elle ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas mettre en doute sa parole puisqu'elle ne se souvenait pas. Et qu'est-ce qu'on a été voir? Si peut-être elle serait libertine, peut-être, etc. L'inconduite des femmes, c'est encore quelque chose qu'on a à affronter quand on parle de viol, quand on dénonce un viol, et qui est extrêmement, extrêmement violent. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit sur l'intentionnalité. Parce qu'à Mazan, les agresseurs, enfin maintenant on peut dire les violeurs, puisqu'ils ont été condamnés, disaient tous, mais moi je ne suis pas partie de chez moi en me disant j'ai l'intention de violer Gisèle Pellicot. Et donc si moi je n'ai pas l'intention, ça n'est pas un viol. C'est d'abord une façon pour eux de garder le pouvoir, c'est-à-dire c'est eux qui ont le pouvoir de dire s'ils violent ou s'ils ne violent pas. Et moi ça m'a personnellement touchée parce que c'est la lettre que j'ai reçue du procureur quand il a classé ma plainte sans suite. Il a dit l'homme que vous dénoncez, donc Patrick Poivre d'Arvor, reconnaît la matérialité mais pas l'intentionnalité. Je dis c'est quoi? Il m'a violée sans le faire exprès. Et on retombe exactement sur les mêmes affaires que Mazan, sur les mêmes défenses. Denis Salas, et puis ensuite je voudrais vous montrer un sujet sur le modèle espagnol. Allez-y. Le problème, c'est que le juge ne considère pas l'intention. Il ne va pas sonder les reins et les cœurs, si vous voulez. Ce n'est pas le juge de l'intention. Il va regarder les actes, et notamment la somme des actes qui ont été posés par l'agresseur dans la commission des faits. Dans le procès de Mazan, c'était très, très palpable. On le sentait très bien. Moi, j'ai assisté à quelques audiences. On voyait très bien qu'effectivement, il disait « j'ai pas voulu, c'était pas mon intention d'eux, etc. » Mais en même temps, le parquet a repéré tous les actes posés successivement par les agresseurs pour arriver dans la chambre à coucher de Madame Pellicot depuis le moment où vous étiez effectivement en voiture pour y arriver, vous déshabiller, la soumission chimique, etc. Tous les violeurs sont allés sur un site internet, enfin il y a eu plein d'étapes qui ont prouvé. La somme des actes concrets qui caractérisent l'intention criminelle. C'est ça l'argumentation. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas toujours toutes les preuves comme à Mazan. Alors, l'Espagne, le consentement est inscrit depuis 1 an et demi dans la loi et c'est à l'accusé de prouver que la victime était consentante. Qu'est-ce que ça change concrètement? Premier bilan, Clément Perbaud. En Espagne, on l'appelle la loi Solo si es si. Seul le oui est un oui. C'est un slogan féministe très utilisé dans les manifestations. Elle est entrée en vigueur le 7 octobre 2022 sous l'impulsion du parti de gauche radical Podemos et de la ministre de l'égalité de l'époque, Irene Montero. Cette loi fait entrer dans le droit la notion de consentement pour les affaires de violences sexuelles. L'article 178 du Code pénal espagnol donne cette définition. Le consentement ne sera compris que s'il a été librement exprimé par des actes qui, compte tenu des circonstances, expriment la volonté de la personne de manière claire. Cette loi implique la notion nouvelle de présomption de non-consentement. C'est désormais à l'accusé de prouver que la victime était consentante au moment des faits. Si la victime ne dit pas « oui, je souhaite maintenir des relations sexuelles », c'est un non. Cette présomption, oui, c'est possible qu'un accusé aura plus difficile de prouver que l'acte était consenti. Il est encore trop tôt pour mesurer précisément les effets de cette loi sur les condamnations en Espagne. Mais une affaire médiatisée a mis en lumière cette nouveauté. Saúl Gordillo, un journaliste connu, a été condamné à 1 an de prison pour des actes sexuels non consentis. C'était avec une subordonnée de 28 ans plus jeune que lui, à la suite d'une soirée d'entreprise qui s'est finie en discothèque et où les deux ont dansé ensemble. Voici un extrait de l'énoncé de la sentence. L'accusé a attribué à la victime des signes de consentement qui ne peuvent être valables aujourd'hui. Un consentement express et requis qui n'a en aucune façon été accrédité par l'accusé. Saúl Gordillo n'aurait sans doute pas été condamné sans cette nouvelle loi. Mais attention, la présomption de non-consentement ne fait pas pour autant de l'accusé un condamné par défaut. Cette loi permet d'éviter l'impunité pour certaines conduites, mais en aucun cas, elle ne remet en cause la présomption d'innocence, ni n'inverse la charge de la preuve, qui revient bien sûr toujours à l'accusation.
La présomption de non-consentement n'efface donc pas la présomption d'innocence. C'est toute l'ambiguïté de cette loi qui change tout de même l'approche par les juges des affaires de violences sexuelles. Marie-Charlotte Guérin, c'est ce modèle, cet exemple espagnol que vous voulez suivre. Alors, garder la charge de la preuve sur l'accusé tout en préservant la présomption d'innocence? Alors, on n'est pas exactement dans le même modèle, dans le sens où, dans notre système de droit français, la charge de la preuve, elle revient toujours au procureur. Donc, celui qui instruit, exactement, qui fait l'enquête. Qui va donc aller chercher les preuves. Simplement, ce que l'on fait, c'est qu'on donne un outil supplémentaire, comme nous le disions tout à l'heure, pour pouvoir aller chercher des éléments. Donc en fait, ce qui change, ce n'est pas la charge de la preuve, c'est l'objet de la preuve. Qu'est-ce qui devient admissible en tant que preuve devant le juge pour pouvoir caractériser l'infraction? Donc c'est là la nuance. Pour le coup, nous, on se rapproche peut-être beaucoup plus du modèle belge qui a le même code napoléonien que nous, qui est plus similaire et pour lequel c'est aussi un petit peu trop tôt pour voir on va dire les effets, l'impact immédiat. Mais on voit qu'il y a un vrai mouvement en Europe. Il y a 15 pays aujourd'hui sur 27 qui ont une approche qui inclut la notion de non-consentement. Donc je pense qu'il faut avoir en tête le viol conjugal il y a 50 ans. C'était pas dans le code pénal, c'était pas criminalisé. Ça a changé. Le code pénal, il a changé parce qu'il reflète que la société a changé. Là, aujourd'hui, on dit 10 ans après MeToo, il n'y a eu aucun changement d'ampleur pour envoyer ce message aux victimes, mais aussi aux potentiels agresseurs de ce qui est la norme que nous voulons protéger, c'est-à-dire un acte non consenti, c'est un viol. Point, pas de discussion. Alors je lis la rédaction parce que c'est une proposition de loi, on est sur la chaîne parlementaire. Vous proposez d'écrire noir sur blanc que le non-consentement peut être déduit de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité. Donc ça veut dire que ça comprendrait la sidération, ça veut dire que ça comprendrait ce qu'on appelle le contrôle coercitif, et donc toutes les circonstances environnantes. Ça aiderait quand même les magistrats, non ? Laurence Rossignol, Denis Salas. Demandez aux magistrats d'abord. Oui, Denis Salas. Je trouve, je ne peux pas une objection, je trouve que la notion de circonstances environnantes, si j'ai bien compris, me semble assez floue. Vous l'avez repris, la Convention d'Istanbul. Il faut effectivement déduire que derrière cette notion-là, il y a la vulnérabilité, la sidération. Ce qui n'aurait pas le fait de dire clairement de quoi il s'agit, plutôt que de parler de ce concept un peu flou. Mais aussi la sidération et la vulnérabilité. Hein, tout voilà, donc c'est une objection qui juste de rédaction, si je peux dire. Maintenant, vous avez dit aussi, le consentement, c'est un concept complexe et ambigu parce que le viol est à la fois un crime unilatéral, c'est un acte de violence à l'égard d'autrui, et en même temps dans un contexte relationnel. Et le juge est confronté quotidiennement à ça. Et c'est pour ça qu'effectivement le viol nuptial, le viol conjugal, a été si longtemps à s'extraire de l'impunité dans laquelle il était, parce que le juge considérait que cette relation conjugale, en quelque sorte, masquait en quelque sorte la violence qui pouvait s'y dégager. Et alors la question du consentement, je reviens d'un mot. Moi, je suis. Alors, vous rentrez dans le monde judiciaire, c'est à charge et à décharge. Donc, quand vous êtes à décharge, vous allez chercher des arguments qui vont atténuer la responsabilité de l'auteur. Le passage on l'a vu à Mazan, hein, le passage du moment où vous argumentez à décharge va vous conduire à culpabiliser la victime. Et c'est ça le danger. La question que je vous pose, est-ce que la définition du viol en elle-même vous exonère, on vous empêche ou ne vous permet pas, à mon avis, d'aller chercher la culpabilité du côté de l'auteur? Est-ce que ce n'est pas du côté de la victime qu'on va demander, est-ce que vous êtes effectivement consentante ou pas? Est-ce que ce n'est pas du côté de la victime que vous allez le demander, en dédouanant l'auteur de démontrer sa responsabilité? C'est toujours la même chose, le déplacement sur la victime. Le danger. C'est pour ça que... Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pour ça, d'un mot, que je préfère le concept de méconnaissance du consentement de la part de l'auteur que j'aurais tendance à préférer. En fait, c'est même pas dans la pratique et dans les faits. Bien sûr qu'on va se tourner vers la victime, bien sûr que la victime va passer sous les fourches codines ce qu'on appelle une violence de prétoire, mais même avant le prétoire, c'est-à-dire dès l'enquête préliminaire. Penser que si on garde la loi telle qu'elle est, ça va changer, ça semble assez difficile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la pratique judiciaire, avec 0,6% des viols condamnés, ça protège la violence masculine. Donc tout ce qui peut entamer ça est bon à prendre. Et même si de changer un mot dans un texte de loi, ça ne va pas tout changer, ça remet quand même un peu l'église au milieu du village. Et ça demande au juge parce que pour l'instant, ce qu'il faut comprendre,
prouve, c'est non seulement qu'on n'a pas consenti, mais qu'on l'a suffisamment fait savoir à l'agresseur et qu'il doit reconnaître, lui, que oui, il a bien compris qu'on n'était pas d'accord. Ce qui est quasiment impossible et ce qui explique aussi en partie la paralysie. Donc là, l'idée, c'est de retourner la question à « Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer du consentement de madame ?» C'est la question qui était posée à Mazan, aux 51 accusés. Marie-Charlotte Garin, qu'est-ce que vous répondez? Et c'est la question qu'on voudrait voir posée de manière absolument systématique. En l'état, la procédure judiciaire, elle est déjà focalisée sur les victimes. C'est pas pour rien qu'on est condamné pour victimisation secondaire parce que nos procédures maltraitent les victimes. Là, ce que l'on fait, c'est que parce qu'on explicite le consentement, on indique, on aide les juges, on les oriente pour qu'ils aillent poser la question à l'agresseur, enfin à la personne mise en cause. Quelles mesures raisonnables avez-vous pris pour vous assurer de recueillir le consentement de madame? C'est très clair. Laurence Rossignol. Non, mais je crois qu'il faut avoir des ambitions plus grandes. Alors j'entends bien ce que dit Hélène Dain, qui est vrai, elle dit ouais, c'est une petite étape. Mais en matière de prise en charge judiciaire du viol, on ne peut pas fonctionner par étapes avec un petit ajout dans le code pénal. C'est un ensemble, c'est tout le système. Moi, ma crainte... Alors, je n'ai pas de crainte sur la PPL consentement, elle va être votée à la fin. Sans doute votée, oui, puisque la majorité... elle va être amendée dans les deux assemblées. Je partage le point de vue de mon voisin sur la question des circonstances environnantes. Moi, je pense qu'il va falloir les préciser. Les circonstances environnantes, c'est par exemple l'état de soumission économique, c'est l'exploitation sexuelle. On le précise avec l'appréciation des vulnérabilités. Voilà, mais parce que ce n'est pas... Voilà, c'est la subordination hiérarchique aussi dans le travail. Quand on est directrice des affaires financières et qu'on est coincé dans le bureau du patron, on n'est pas forcément en situation de vulnérabilité du point de vue du juge. En tous les cas, on est en situation de dépendance économique, ça c'est sûr. Donc, et on va préciser tout ça. Après, on a beaucoup plus à faire en matière de viol. Il ne faut pas avoir d'illusions sur le fait que cette proposition de loi va... Marie-Charlotte le disait tout à l'heure, c'est pas un coup de baguette magique. Ma crainte, parce que je suis un peu méfiante à l'égard du gouvernement, celui-là, le précédent et encore le précédent du précédent, c'est qu'ils vont nous dire, les féministes, là vous êtes contentes, vous avez une loi sur le consentement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Or, on veut beaucoup de choses en plus. Allez, quelques exemples, vous attendez quoi d'autre? D'abord, la réduction des délais, qui est un sujet majeur aujourd'hui dans la prise en charge. Des délais dans les procédures judiciaires? Des délais dans les procédures. Ça commence les délais du parquet, les délais d'enquête. Vous savez, par exemple, que quand vous avez une jeune femme qui porte plainte à tel endroit, pour peu qu'elle ait une témoin qui soit à 450 km, le dossier va partir à 450 km pour qu'on entende le témoin. Pendant ce temps-là, ça va être encarafé. On a aujourd'hui des chiffres dramatiques. C'est-à-dire que quand le prévenu, quand le mis en cause est incarcéré en détention provisoire, les délais sont 2 ans. S'il est libre, les délais sont sine-die, les délais d'audience. Donc ça peut durer des années avant d'avoir le procès. Donc ça pose la question des moyens de la justice. Je voudrais quand même vous demander la question des moyens de la justice. Je voudrais faire une comparaison. En matière de violence intrafamiliale, il y a eu un véritable effort qui a été fait par la justice et il y a des procureurs. J'ai passé mon après-midi avec des procureurs. Moi, je fais une mission en ce moment sur la récidive, la prévention de la récidive du viol. Donc, ce que me disaient les procureurs, c'est qu'ils n'ont quasiment plus de dossiers en stock en matière de violence intrafamiliale, mais en revanche, ils en ont 400 en matière de viol et agression sexuelle. Donc, c'est pas que... faut pas dire que la question des moyens, c'est aussi une question de volonté et de priorité politique. Bien sûr. Le débat s'achève. Je voulais quand même vous soumettre les propos d'Éric Dupond-Moretti que vous avez auditionné. On comprend aussi que la loi change la société aussi, et que les jeunes hommes vont devoir se poser la question de ce consentement. Qu'est-ce qu'il signifie? Mais le garde des Sceaux de l'époque vous a dit attention, il y a des risques de glissement vers une contractualisation des relations sexuelles dont je crois personne ne veut. Autrement dit, comme dans le football, des contrats avec des cas concrets signés. Qu'est-ce que vous lui répondez? Peut-être rappeler que quand il y a un contrat, ça n'empêche pas qu'il y ait un viol. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça sera encore le cas demain. Et vous n'y croyez pas à ça? Il ne s'agit pas de signer des contrats, c'est une question de bon sens, de respect mutuel, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. En fait, on parle simplement de relations apaisées et de pouvoir discuter. C'est comme les hommes qui veulent plus monter dans les ascenseurs aux États-Unis avec les femmes de peur. C'est caricatural et ça refuse de regarder en face le fait que la culture du viol est présente partout dans notre pays et qu'il faut avoir le courage de la regarder pour lutter et donc se poser la question, est-ce que j'ai été victime? Est-ce que j'ai été agresseur? Est-ce que j'ai été complice? Et comment collectivement on peut faire mieux? Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci infiniment. C'était très éclairant. C'est un débat complexe mais fondamental. Merci.